Bonjour. Donc là, on va revenir sur un sujet que j'ai déjà développé. Il s'agissait d'un livre qui a été écrit par Gérard Chevrier. La prochaine guerre sera nucléaire. Et donc, ce bouquin, je vous avais mis déjà les références. Je vais les remettre en description. Et vous allez voir, l'interview que vous allez découvrir, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, je trouve que son raisonnement il est rationnel. Ce qu'il développe est en train d'arriver déjà. Vous allez voir, vous allez l'entendre. Et je pense que la perspective qu'il dessine, eh bien, ça s'entend. Alors, je ne dis pas ça pour alimenter la peur, le stress, etc. Mais il me semble qu'il est, en tous les cas, sage de s'approprier de cette perspective-là pour au moins, si ça arrivait, être plus ou moins préparé. Il y a des techniques, il y a des moyens de se protéger, voire de sauver des vies en suivant quelques-uns de ces conseils. Donc c'est important, je pense, de l'entendre et de ne pas fuir dans le divertissement, comme je vois la plupart des Français sont là à ne penser qu'au divertissement. On vit une séquence inouïe historique. C'est inédit comme histoire que l'on vit actuellement. Ça n'a jamais existé un conflit de cette nature-là, aussi puissante, aussi cataclysmique. Et donc, à mon avis, c'est pas l'heure de se divertir. C'est l'heure de se concentrer sur le sujet. Pour certains, peut-être de prier. Pour d'autres, de faire quelques préparatifs. Mais en tous les cas, d'envisager la question. Je ne sais pas, mais il y a moyen peut-être de stopper ça. Si les gens manifestaient déjà, ça serait déjà une bonne chose. S'il y avait des manifestations contre la guerre, contre ce conflit, peut-être qu'on obtiendrait, je ne sais pas si on obtiendrait quelque chose, mais en tous les cas, ça mettrait une pression sur nos gouvernements. Là, tout cela se passe dans une forme de silence, de secret, alors que le théâtre est en train de s'opérer devant nous. Alors évidemment, si vous êtes branché sur LCI, vous avez un discours de propagande qui est totalement fantaisiste. Il le dit, il a des éléments, il est renseigné ce monsieur-là. Et vous allez l'écouter. Je crois que quand on l'écoute, vous allez voir, une fois que vous allez écouter son argumentation, vous allez vous dire, oui, ça se tient. Maintenant, on espère tous qu'il va se tromper. On espère tous que son analyse euh, de prospective est fausse et qu'il va faire erreur, bien entendu. Mais il me semble-t-il, dans un esprit de sagesse et de connaissance, d'entendre ce qu'il dit. Je pense que c'est important. Plus important que de penser à se divertir. Je pense que les temps que nous vivons ne sont pas au divertissement. Je pense que les temps que nous vivons sont justement très très graves et qu'il faut se saisir de cette gravité et de comprendre que nous-mêmes, humains, on est en charge de gérer cette gravité-là. C'est pas une période anodine. C'est fini la fête, la danse au canard, les voyages organisés, je sais pas, le parc Disney, tout ça. On devrait passer aux choses sérieuses là. C'est important. En tous les cas, pour ceux qui ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc à la rigueur, voilà, je devrais être moins concerné que tous ceux qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont des petits enfants et qui sont là absolument, comment dire, irresponsable par rapport à ce que nous vivons. Tout le monde devrait se saisir de cette guerre, de cette possibilité de conflit dans lesquels nous entraîne l'OTAN, et tout le monde devrait se saisir de cette question-là, prendre conscience que c'est bien plus grave que l'histoire des retraites, pour le coup. Voilà, je vous laisse l'écouter, le découvrir à nouveau, et je vous dis, si le livre vous intéresse, vous l'avez, bien entendu, dans la description, vous avez le lien de l'éditeur. À bientôt. Bonjour Monsieur Chevrier. Donc nous avons réalisé une première émission d'environ 18 minutes ensemble il y a 2 semaines. Dans cette émission, nous avons parlé de votre livre, donc il s'intitule La prochaine guerre sera nucléaire. Vous nous avez expliqué les conséquences des différents types d'explosions nucléaires. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on aborde ensemble l'aspect géostratégique que vous développez également dans votre livre en mettant en avant 3 situations qui pourraient nous entraîner vers la guerre nucléaire. Oui, alors c'est bien entendu la guerre en cours actuellement en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine qui risque
d'escalade en escalade, nous entraîner vers un conflit nucléaire entre la Russie et les pays de l'OTAN. Bon, ça, c'est la première situation. La deuxième situation, eh bien, c'est là-dessus, il n'y a pas de doute. Le gouvernement israélien l'a dit publiquement à plusieurs reprises, et cela depuis déjà 5 ans. Ils ont l'intention de détruire tous les sites d'enrichissement d'uranium qui sont actuellement installés en Iran. Donc, il faut savoir que les Israéliens ont toujours été appuyés par les États-Unis, que les États-Unis sont inconditionnellement avec Israël et forcément, ils interviendront avec l'Iran, sauf qu'aujourd'hui, les cartes ne sont plus celles qui existaient il y a 5 ans. Aujourd'hui, l'Iran est en très bonne relation avec la Chine et en excellente relation avec la Russie. Ce qui veut dire que le fait que les Américains vont intervenir avec les Israéliens pour bombarder des installations qui sont souvent enterrées en Iran, eh bien, ça risque de nous entraîner avec un conflit entre la Russie et éventuellement la Chine contre les États-Unis. Mais comme les États-Unis nous embarquent avec eux, c'est-à-dire les pays de l'OTAN sont embarqués avec les États-Unis pour ce genre d'opération, ou d'ailleurs, alors là, on va venir à la troisième situation, on en parle beaucoup depuis pas mal de temps à la télévision, c'est la reprise de l'île de Taïwan par la Chine populaire. Là encore, il faut dire que Taïwan n'a plus d'existence au niveau de l'ONU, c'est donc devenu une région de la Chine, et tout ça par la faute, bien sûr, des États-Unis, qui ont reconnu, c'est Nixon qui est allé en voyage en Chine pour reconnaître l'existence de la Chine, et donc, de ce fait, avant, la République de Taïwan avait un siège à l'ONU, mais quand Nixon a fait le déplacement, voyage qui avait été préparé par Kissinger, eh bien, à partir de ce moment-là, on a reconnu la Chine populaire et il y avait toujours, c'était le slogan des Américains et des autres, une seule Chine. Seulement, comme dans bien des cas, les Américains ont continué à faire un double jeu. Ils vendent des armes à Taïwan, ils forment les militaires comme ils l'ont fait en Ukraine pendant des années. Et donc maintenant, ils sont partie prenante pour un futur conflit qu'il y aura entre la Chine et les États-Unis. Donc, alors là, on reviendra, si vous voulez, dans une prochaine émission là-dessus. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors là, je pense qu'il faut venir un petit peu, bon, nous sommes en France, nous sommes donc informés par les médias français, et on pourrait dire qu'on est à longueur d'année désinformés, parce que quand on regarde ce qui se passe, heureusement, en ce qui me concerne, j'ai la possibilité de voir des chaînes dans d'autres pays, et également d'être auprès de sources qui sont autre chose que les médias français comme LCI et BFM TV. On est complètement désinformés. Ils nous racontent des histoires du nombre de morts qu'il y aurait, qui serait épouvantable du côté russe. En réalité, là encore, il faut aller chercher ces sources et on a des chiffres. Si vous voulez, je vais vous citer le chiffre parce que ça intéresse peut-être les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Il faut savoir que le Mossad, qui est sans aucun doute le meilleur service de renseignement mondial, a communiqué en janvier les niveaux de perte au 14 janvier entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Les chiffres sont les suivants. Ils ont fait tout un tableau. On a tout le nombre d'avions abattus, le nombre de chars détruits, etc. Il y a un tableau qui est précis au 14 janvier. À ce jour-là, uniquement pour parler des pertes humaines, l'armée soviétique, enfin pas soviétique d'ailleurs, russe, avait perdu 17 400 hommes morts. L'armée ukrainienne, 157 200. 157 000. Le rapport était à ce moment-là de 1 à 8.
moi, je suis certains journalistes indépendants aux États-Unis où là, on a la possibilité d'avoir des sources avec des anciens militaires américains qui sont en relation avec les services de renseignement américains. Il y a par exemple le colonel Douglas McGregor qui est très bien informé, qui est un homme qui s'intéresse à toutes ces questions. Et actuellement, donc là, nous sommes le 20 avril, eh bien, il y a 10 jours, il estimait les pertes ukrainiennes, qui sont maintenant énormes, entre 280 000 et 300 000 soldats tués, auxquels il faut ajouter 600 à 900 000 blessés actuellement, dont à peu près 500 000 ne pourront pas retourner sur le champ de bataille. Ils sont invalides. Voilà. Et actuellement, en Ukraine, on attrape les garçons dans les rues qui ont entre 17 et 15 ans pour les envoyer au front. On les forme pendant 3 semaines. Voilà. Donc, on parle, nos médias français parlent d'une offensive qui va avoir lieu au printemps. C'est complètement ridicule pour 2 raisons. Parce que dans toute la région de Bakhmout, il y a, à cette époque de l'année, entre 1 mètre et 1,50 m de boue. Donc, tous les engins lourds, chars et autres ne peuvent pas, toutes les pièces d'artillerie ne peuvent pas manœuvrer. Donc, il faudra attendre l'été. Et c'est ce que font d'ailleurs les Russes. Ils attendent environ le 1er juin ou le 15 juin pour faire véritablement une offensive. Donc, quelle est la période dans laquelle on va risquer? Comme je l'ai dit dans cet ouvrage, il est peu probable que les Russes déclencheront une guerre nucléaire en été. Les conséquences seraient beaucoup trop graves pour eux et pour tout le monde. La Russie, c'est la plus grande forêt du monde, c'est 7 millions de kilomètres carrés de forêt avec des arbres magnifiques. Et donc, c'est un trésor pour eux. Ils essaieront, évidemment, alors, en été, une guerre nucléaire en été, c'est des incendies que vous ne maîtrisez plus. Les arbres sont secs. On a vu ce qui se passe en Californie. Et donc, ça sera pareil. Donc, à mon avis, on va attendre vraisemblablement le début de l'hiver prochain. Pour qu'il y ait une offensive. Pour qu'il y ait, si vous voulez, comment je vois les choses. Moi, bon, vous savez, puisque vous savez que j'avais prévu, j'avais donné les dates exactes du début du conflit. J'étais un des seuls, sûrement en France, à avoir dit que le conflit serait déclenché entre le 22 et le 26 février. Donc, il était difficile d'être plus précis. Tout simplement parce que j'avais recoupé par des analyses que ça me paraissait tout à fait logique que ça allait se dérouler là. Eh bien là, moi je pense qu'on aura un risque, bien sûr, dans ce domaine. Heureusement, on n'est jamais sûr de rien. Mais la probabilité pour moi est de 80%, c'est-à-dire 8 possibilités sur 10, que s'il y a une escalade, ce sera en novembre et en décembre. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Eh bien, l'armée russe est en train de terminer la conquête de Bakhmout. Bakhmout, c'est une place très importante. Il faut savoir qu'ils ont déjà obtenu des places stratégiques très importantes comme Mariupol, qui a nécessité des combats énormes. Et ils ont réussi à conquérir toute cette région. Ils ont maintenant toute la mer d'Azov qui est pour eux. Ils sont en train de prendre, c'est l'affaire de 2 semaines, et Bakhmout sera tombé. Après, ils vont aller sur Kramatorsk, qui est pour eux un symbole, c'est la capitale de toute la région du Donbass. Voyez, donc ça, c'est vraiment important. Et tant qu'on va avancer comme ça ira. Mais à partir du mois de septembre, là, on va passer dans du dur, ils vont aller sur Odessa. Moi, je pense, vous voyez, bien sûr, on n'est jamais sûr d'avoir raison. On se dit qu'il y a quand même une possibilité de se tromper. Mais je pense que les Russes vont prendre Odessa. Oui, qui est une place stratégique. Alors, c'est vraiment la place la plus importante pour l'Ukraine. Quand les Ukrainiens auront perdu la région d'Odessa, il n'y a plus d'Ukraine. Odessa, c'est le port qui permet à l'Ukraine de commercer avec le monde entier. Et donc, il ne faut pas oublier que Odessa, c'est une ville qui a été russe, qui a été créée par l'impératrice. Hein, et donc, forcément, je pense que Vladimir Poutine ira jusqu'à la conquête d'Odessa. Et c'est là où il va y avoir une période de risque.
parce que l'armée ukrainienne n'aura plus les moyens, ni en hommes, ni en matériel, pour contrer cette offensive. Et donc, nous serons à une période de tension importante. Soit les Américains seront devant un choix. Soit ils abandonnent Zelensky et ils se retirent, comme ils ont abandonné dans d'autres situations, en Afghanistan, des gens qu'ils avaient mis au pouvoir ou d'autres, ils feront pareil. Soit ils impliquent les forces de l'OTAN, qui sont actuellement basées en Roumanie, en Allemagne et en Pologne, lesquels sont bien entendu équipés de missiles nucléaires. Et là, si le point, ce qu'il faut également dire, c'est que sur le plan de l'arme conventionnelle, les Russes sont petits par rapport à la puissance phénoménale des États-Unis dans tout l'aspect de guerre conventionnelle, avec une flotte, avec l'aviation, tout, ils dépassent. Par contre, ce que les gens ignorent la plupart du temps, c'est que l'armée russe a une supériorité phénoménale en matière nucléaire par rapport aux États-Unis, et notamment avec les missiles hypersoniques. En 2018, on pouvait estimer que les Russes avaient 7 ans d'avance sur les Américains. Aujourd'hui, ils ont fait encore un essai de missiles hypersoniques à Hawaï, ça a échoué. C'est le point important. Vous voyez, c'est sur des choses comme ça qu'il faut se baser pour faire une analyse en disant, voilà, il y a un risque, parce qu'il y a une fenêtre qui est là. Pourquoi ? Parce que les Russes savent que leur supériorité, elle est en train d'être grignotée, et donc, ils ont peut-être encore 2 ans dans lesquels ils vont être à peu près sûrs d'avoir la possibilité de détruire la moitié des États-Unis. Dans 2 ans, ça n'est pas sûr. Donc là, il y aura un risque, parce que si les armées de l'OTAN interviennent directement en Ukraine, je crois que les Russes, là, ne s'occuperont pas de l'Ukraine, ils s'occuperont des pays de l'OTAN. Très bien, Monsieur Chevrier, donc j'ai entendu votre analyse qui me semble un petit peu alarmiste. À ce jour, est-ce que la population française a vraiment envie d'entendre ce style de révélation, voire de dénonciation, dans un contexte social dans lequel nous vivons actuellement, qui est plutôt anxiogène? Oui. Non, vous avez raison. Les gens peuvent penser effectivement que j'ai une vision un peu pessimiste de la situation. Mais encore une fois, comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire, le déclenchement de la guerre nucléaire, c'est pas la fin du monde. Ce sera la fin du monde pour ceux qui seront tués parce qu'il n'y a pas eu, parce que les dirigeants français n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour protéger la population. Mais on l'a vu sur les schémas que j'ai fait voir, il y a plein de zones qui ne seront pas concernées, sur lesquelles il n'y aura pas de retombées radioactives. Et d'ailleurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les Russes n'ont aucune raison au départ de faire des explosions pour créer la population civile, si vous voulez. Il y aura simplement des conséquences de la destruction des installations militaires que nous avons en France, mais également en Belgique, en Angleterre, surtout en Angleterre, puisque là, évidemment, il y a des raisons un peu plus personnelles. Il faudrait qu'on passe beaucoup de choses là-dessus, mais fin du temps, surexpliquer l'antagonisme qu'il y a entre le gouvernement anglais et la Russie, et il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Rien que pour vous dire, récemment, le petit-fils du général de Gaulle avait fait une émission dans laquelle il révélait que 30% des terres agricoles en Ukraine appartiennent à des groupes financiers anglais. Donc ça, c'était une révélation, mais il y en a bien d'autres comme ça. Donc si vous voulez, toute cette guerre qui est actuellement, qui se déroule, avec quand même beaucoup de morts et un pays qui est complètement massacré, pour voir un tel massacre, il faut se reporter à la destruction de l'Irak
par l'armée américaine. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Ou alors il faut se reporter un peu plus en arrière et aller sur la destruction de l'Allemagne par l'armée américaine avec des bombardements de la ville d'Hambourg avec des bombes au napalm qui se sont déroulés au mois de juillet 1943 et d'autres situations de ce type. Donc là, l'Ukraine maintenant a été complètement sacrifiée pour des intérêts financiers et on peut dire dans le but d'affaiblir la Russie. Mais quand on regarde le résultat, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les Ukrainiens, mais c'est catastrophique pour les Allemands et les Français. Il faut se rappeler Bruno Le Maire qui nous dit on va mettre, avec les sanctions économiques, on va mettre la Russie à genoux. Et aujourd'hui, qui est-ce qui est à genoux? C'est l'Allemagne et c'est la France. Dans notre entreprise, on a vu, nous, le prix de l'électricité qui a été multiplié par 5 en l'espace de 1 an. C'est quelque chose d'énorme. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont en difficulté. Et en Allemagne, des sociétés qui ferment leurs portes carrément. Donc, alors bien sûr, j'ai une vision peut-être un peu pessimiste, mais on peut la relativiser. Ce que je voudrais dire surtout, ce qui est important, c'est que si les gens étaient informés, eh bien, on pourrait diviser le nombre de victimes par 10 ou par 100. Oui. Donc, au stade où on en est, l'information est très importante. Actuellement, on est peut-être on va être peut-être dans quelques mois dans une situation catastrophique, mais les gens pensent à autre chose. Les gens pensent à la retraite. Vous imaginez le sujet dérisoire par rapport à il faudrait informer les gens, leur expliquer voilà comment sauver votre famille. On risque peut-être, imaginons que, j'espère que je me trompe, imaginons que l'on soit à la fin du mois de novembre, que les Américains ont décidé de s'impliquer directement dans le conflit et que ça dégénère en conflit nucléaire. Eh bien, là, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est pas difficile de prévoir 25 millions de morts en France. Vous voyez, c'est non pas dans la journée, mais dans les quelques jours qui vont suivre. Parce que les gens vont prendre des doses sans le savoir, parce que le rayonnement gamma, qui part de toutes les poussières qui vont tomber, il est inodore, invisible et ne fait pas de bruit. Donc, vous êtes baladé dans la rue, vous ne savez pas que vous êtes en train d'être rayonné. Et donc, tout ça, c'est un scandale, si vous voulez. Et pourquoi on ne dit rien? Parce que les dirigeants de notre pays ont voulu absolument diffuser le message que nous avons une force de dissuasion et que notre force de dissuasion nucléaire nous place à l'abri de toute guerre nucléaire. C'est un scandale. Il n'y a pas plus de dissuasion vis-à-vis d'un pays comme la Russie que nous avions, si vous voulez, en 1938 et 1939, tout l'état-major français et les dirigeants français disaient l'armée allemande ne peut pas envahir la France, nous avons la ligne Maginot. Voilà, ils nous ont rabattu les oreilles avec ça pendant 2-3 ans. Eh bien là, on est dans la même situation. Il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire, c'est ce qu'on diffuse aux gens, parce que ce serait la fin du monde. Non, ça ne sera pas la fin du monde. Il y aura bien sûr beaucoup de morts, mais il y aura aussi après, parce que même s'il y avait 25 millions de morts en France, il restera 50 millions de personnes. Très bien, écoutez, je vous remercie. On aura le temps de développer tout ça lors d'une prochaine émission. Merci, M. Chevrier.